As she came here to Boston to compete in the Olympic trials, she did so on a bad right leg. Okay. Right. You okay? Same knee? Yes, okay. No, Debbie, we're gonna get her into the back room, okay? No. No. Hold on. We're gonna start getting her into the Stand back. up first. Yeah. Yep. Okay. Stand up. Okay? Okay. This is gutsy stuff. Gymnast first. Gymnast first. Gymnast first. Nothing gets in the way of gymnast first. USA Gymnastics, the #1 team in the world. Toute une organisation savait ce qui se passait depuis des années. Je ne sais pas comment quiconque aurait pu l'ignorer. Qui va dans le sous-sol de son médecin? Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas signalé à l'époque? Il y a eu plusieurs occasions ratées. Ils savaient que le système avait des lacunes, mais ils n'ont rien fait. C'est la période la plus sombre de l'histoire de la gymnastique aux États-Unis. What have you done? La gymnastique est un sport intéressant. On est gymnaste ou on ne l'est pas. Très tôt, on se fait dire si on passera au niveau supérieur. Les entraîneurs le savent en nous voyant sauter et bouger. J'ai toujours été douée. J'étais faite pour la gymnastique. J'étais petite, forte et intrépide. J'adorais voler. J'étais casse-cou. On ressent une sensation incroyable en propulsant notre corps dans les airs, en le faisant tourner et en atterrissant. On vole. C'est un grand sentiment de puissance dont on ne parle pas assez. Le vol est moins impressionnant que la puissance. Les gymnastes contrôlent leur corps et font des choses que les autres ne peuvent pas faire. Now watch this. Watch this. Back somebody right to the other bar. Has that been done before by a girl? Never. Not by any human that I know of. Olga. En 1972, Olga a abasourdi le public américain. Ses capacités ont impressionné tout le monde. Je crois que l'obsession américaine pour la gymnastique vient du fait que tous les 4 ans, on voit des athlètes petites, fortes, talentueuses et vraiment incroyables sur la scène internationale. Je crois que c'est la discipline des Jeux olympiques d'été qui attire le plus de spectateurs, parce qu'elle englobe tout. La beauté, la puissance, la musique, le côté théâtral. Faultless. Absolutely faultless. And 10 has gone on the board. That's perfection. And that is Olympic history for Nadia Comaneci. Le rêve olympique, ce désir d'être la meilleure au monde, nous pousse à nous entraîner très dur, jour après jour. Peu importe comment on nous traite, on continue. On continue pour réaliser notre rêve. Il nous consume. Toutes les gymnastes olympiques ont autour de 15 à 17 ans. Elles sont au sommet de leur forme. Il faut commencer jeune pour être la meilleure à un si jeune âge.
Je crois que beaucoup de gens se disent que c'est facile parce qu'elles sont mignonnes, pleines d'entrain et souriantes. Mais je ne crois pas qu'il y ait de sport plus difficile si on considère l'âge auquel elles doivent exceller et les exigences des entraîneurs. C'est difficile mentalement et c'est aussi l'une des disciplines les plus exigeantes physiquement. Elles se blessent, mais elles ne doivent pas se plaindre. Peu importe ce qui leur arrive, elles ne doivent pas pleurer. Parfois, elles ont des déchirures musculaires et c'est une véritable torture. Les entraîneurs les poussent pour les forcer à faire le grand écart. Ces petites filles subissent une pression énorme, mais elles ne doivent pas pleurer ni crier. On sait à quel point elles souffrent, mais elles continuent sans se plaindre. Elles ne disent rien. Voici la partie la plus délicate de notre sport. Pour exceller, il faut investir beaucoup d'énergie, concentrer tous nos efforts et suivre un entraînement intense. On s'entraîne fatigué ou même blessé si la blessure n'est ni trop dangereuse ni débilitante. Mais parfois, tout nous fait mal. C'est ce qui fait une bonne gymnaste. On est comme un animal blessé. On ne montre pas notre faiblesse, on ne montre pas notre douleur. La gymnastique n'est pas un sport où il y a beaucoup de communication de part et d'autre. Les gymnastes apprennent à être de véritables soldats. Ces femmes doivent performer pour que USA Gymnastics ait des commandites et que le Comité olympique des États-Unis puisse les faire parader tous les 4 ans devant le public. C'est une machine très lucrative. N'oublions pas que des adolescentes et leur corps sont au cœur de tout ça. C'est un système voué à entraîner de l'abus. L'ancien médecin de l'équipe de USA Gymnastics depuis 20 ans fait face à des douzaines d'accusations d'agression sexuelle, dont une portée par une ancienne olympienne. Une des femmes a déposé une plainte formelle contre Nassar auprès d'un service de police du Michigan. L'autre a intenté une poursuite en Californie. L'ancien médecin de l'Université d'État du Michigan et de l'équipe de gymnastique nationale, Larry Nassar, a été arrêté. J'étais sous le choc quand j'ai appris la nouvelle de l'arrestation de Nassar. Mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'il occupait le poste parfait pour s'en tirer. Si vous étiez un prédateur d'enfants, vous auriez aimé être à sa place. C'était le poste parfait. Larry Nassar a occupé le poste de médecin pour USA Gymnastics pendant plus de 20 ans. Il a aussi travaillé pour l'Université d'État du Michigan. Il était médecin à l'Université d'État du Michigan. Puis, il a été engagé pour les camps mensuels de l'équipe nationale féminine. Il était aussi là aux championnats du monde et aux grands événements nationaux. Son contrat avec l'État du Michigan stipulait qu'il devait s'engager dans la communauté. Alors il travaillait dans des écoles secondaires, des centres d'entraînement locaux. Il a été en contact avec des centaines d'enfants régulièrement, pendant des années. Quand Trinée a atteint le niveau 5, on a été invité à une réunion importante. On nous y a dit que 100% des enfants se blesseraient. Puis on m'a présenté Larry comme étant un entraîneur. J'étais heureuse qu'il y ait un filet de sécurité. Et il serait là en cas de blessure. Je croyais qu'on avait de la chance d'avoir Larry. Larry était perçu comme l'ange gardien des gymnastes. Il était là pour protéger les athlètes. Et on ne voit pas ça souvent dans le monde du sport d'élite. Not just physically, but mentally, you have to protect your athletes. You have to let them know that we care. You have to not let them know, but let them feel it. Let them understand it. Let them breathe it. It's there. You know, it's not just a pat on the back. You know what I mean? It has to be sincere that we care. Larry Nassar était le bon gars dans ce grand groupe d'intervenants du monde de la gymnastique. Les gymnastes se disaient toutes « Il est si gentil avec moi alors que les autres sont méchants. Ils veulent que je fasse un autre enchaînement. J'ai mal aux jambes et ils veulent que je continue de courir. » Mais Nassar, lui, arrivait à gagner la confiance des filles. Je ne sais pas comment il a réussi à le faire à l'abri des regards des Carolee. Je ne sais pas ce que le couple savait ou pas. Je ne sais pas du tout s'ils étaient au courant.
Est-ce qu'ils savaient qu'il était seul avec les gymnastes? Oui. Est-ce qu'ils auraient dû savoir que c'était contre les règles, qu'il violait les politiques et procédures en vigueur dans l'organisation? Oui. Ils s'en souciaient? Non. Bella Caroli, l'entraîneur aux médailles d'or, a trouvé une autre championne. Bella Caroli est l'entraîneur derrière le succès olympique de Nadia Comaneci et Mary Lou Retton. I'm not concerning about anything else than to be the winner, to win. And I love to win. That's the truth. Stronger, 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 stronger. And that. There. Get your legs normal out. Press in it. Hit it. And up. That's not good. You're not doing the right thing. Hold it and press down. Press. Back to speed. Les Caroli sont les entraîneurs les plus célèbres de l'histoire de la gymnastique. Bella Caroli était l'architecte de la dynastie roumaine à la fin des années 1970. Il a entraîné Nadia Comaneci, entre autres. C'est devenu la première superpuissance de la gymnastique. À cette époque-là, les gymnastes avaient plus de 20 ans. C'était un sport de femmes. Bella et Marta ont changé le concept de la gymnastique. Ils entraînaient de jeunes enfants très intensivement dès l'âge de 6 ans. Sa philosophie consistait à faire assez de répétitions aux filles afin qu'elles restent prépubères et qu'elles n'engraissent pas pour marquer plus de points. Les camps mensuels au ranch des Caroli, au Texas, sont une partie importante de la culture qui a mené au sévice de Larry Nassar. Leur ranch est près d'une petite ville du nom de New Waverly, au Texas. Il n'y a qu'une station-service et je pense qu'il n'y a même pas de feu de circulation. Pour s'y rendre, il faut quitter l'autoroute et entrer dans la forêt nationale Sam Houston. On doit rouler sur une route de terre et s'enfoncer dans la forêt. On se croirait presque dans un film. Puis on arrive finalement dans une enceinte qui comprend un gymnase, quelques maisons et un dortoir. Il y a des serpents partout et des tas d'insectes et il y fait vraiment très chaud. Un vrai cauchemar texan. Les Caroli ont mis le système en place sous prétexte d'éviter que les jeunes filles perdent leur concentration. Ils voulaient qu'elles se consacrent à la gymnastique à 100%. Pas de téléphone, pas d'Internet, tout était contrôlé. Ils ont remis une liste de règlements aux athlètes, leur interdisant toute communication avec leur entraîneur habituel et leurs parents. Ça ne vous semble pas étrange d'interdire aux filles de parler à leurs parents? La philosophie des Caroli était une espèce de darwinisme athlétique. Il y avait tellement d'enfants qui faisaient de la gymnastique aux États-Unis que ceux qui ne tenaient pas le coup physiquement ou mentalement seraient facilement remplacés par d'autres qui feraient tout pour réussir. Le couple savait qu'il pouvait pousser ses filles à leurs limites. C'était brutal. Il fallait faire des tas d'enchaînements. En fait, il fallait en faire le plus possible, même si on finissait par tomber 5, 10, 15 ou 20 fois. Même si on se blessait, la mentalité du camp nous interdisait de nous plaindre. Si on le faisait, il nous empêchait de réaliser notre rêve olympique. Elles étaient épuisées. Les entraîneurs leur criaient après et les poussaient à faire des choses pour lesquelles elles n'étaient pas prêtes. Elles se retrouvaient dans des situations dangereuses. Nassar était un élément positif. Il leur donnait de la nourriture et des bonbons en cachette et leur prêtait son cellulaire. Toutes ces victimes ont dit qu'il était leur ami. Elles se disaient que s'il faisait ça, ça devait être normal parce qu'il était leur ami et le seul en qui elles avaient confiance. Que pensiez-vous de Larry Nassar? Eh bien, c'était un bon gars. Quand je lui demandais de l'aide pour l'une de mes gymnastes, même en pleine nuit, il m'aidait le plus tôt possible et m'envoyait les radiographies. Il ne demandait pas à se faire payer. Je suis dans le monde du sport depuis longtemps et Nassar m'a toujours semblé différent des médecins d'équipe d'autres sports. Il ne semblait pas à la hauteur. Il avait l'air un peu endormi et il suivait la parade. USA Gymnastics a connu un énorme succès, même s'il s'agit d'une petite organisation. Les gens impliqués l'étaient parce que les Caroli savaient qu'ils ne feraient pas de vagues. Marta aimait que Nassar rentre dans le rang. Il leur disait ce qu'il voulait entendre. Certaines filles se blessaient et les Caroli ne voulaient pas les perdre.
Alors il disait qu'elle serait guérie à temps. Il jouait le jeu parce qu'il voulait être en contact avec elle. Il pouvait être en contact avec ses filles 24 heures sur 24. Il avait accès au dortoir du ranch, au dortoir des Jeux Olympiques de Sydney, aux chambres d'hôtel et j'en passe. The view from the hotel room where we're staying at nighttime, the City of Lights, they call this. Just got back from training. Je me souviens d'avoir interviewé des gymnastes aux Jeux Olympiques et elles nous disaient qu'elles revenaient de leur traitement. Je sais maintenant qu'elles nous accordaient des entrevues juste après que Nassar ait profité d'elles. Il souriait tout le temps, il agissait comme s'il était le meilleur ami des filles et il leur donnait beaucoup de cadeaux. La technique d'agression sexuelle 101. Grab that. Okay, come back with your backhand, wrap it around. Got it? Come around. Pull down. There you go. Grab with your other hand and pull up. So the athlete can do this themselves. The athlete can learn to do the kinesio tape themselves too, because it's in a sensitive area. J'ai du mal à le voir comme un criminel, malgré tout ce qu'il a pu faire. Je ne connais pas vraiment d'autres criminels, ni d'autres agresseurs d'enfants. Il était si gentil et agissait si bien le reste du temps. Il était génial. Vraiment génial. Je déteste dire ça parce que c'est paradoxal. On se demandait tout ce qui se passait, mais il était génial. C'est pour ça qu'on l'aimait. Je le considérais comme un ami. La première fois que j'ai entendu parler de toute cette histoire, ma première réaction n'a pas été de me dire que c'était impossible. J'ai plutôt souhaité que ce soit faux, parce que je lui faisais confiance. On discutait ensemble pendant des heures. Il complimentait ma façon de voir la vie et me disait qu'il aimait me voir protéger les enfants. Plus j'y repense, et plus je me rends compte qu'il était un grand manipulateur. C'était un pédophile en série typique. Charmant et puissant, il arrivait à duper tous les adultes autour de lui. Quelle est la caractéristique type des agresseurs d'enfants? Ce sont toujours les bons gars. Ils ont de la facilité à faire ce qu'ils font parce qu'ils se trouvent dans des milieux où ils peuvent le faire, comme le ferait un prêtre, un rabbin ultra-orthodoxe, un entraîneur ou un médecin de l'équipe de gymnastique. Les filles l'adoraient et lui faisaient confiance. Et je ne parle pas seulement des gymnastes. Larry rencontrait toutes les athlètes blessées. Les gymnastes, les rameuses, les meneuses de claques, les danseuses. Il habitait à 5 km de chez moi, à Holt, au Michigan. Je vivais dans un quartier ordinaire de banlieue. C'était un fervent catholique, mais il craignait Dieu. Il s'investissait dans la communauté. Il faisait du bénévolat à l'église et à l'école secondaire. Partout où on allait, il était là. Il souriait toujours, il était charismatique. Il était omniprésent dans nos vies. J'avais 14 ans et je voulais être médecin. Alors Larry m'a invité à une journée parents-enfants au travail. On a échangé nos numéros de téléphone et on se textait presque tous les jours. On était amis sur Facebook et il écrivait sur mon mur. Il m'a invité sur Instagram, alors je voyais les photos de ses enfants et de sa femme. Il s'intéressait à ma vie personnelle. Il en savait beaucoup sur mes amis, mes cours à l'école et l'université à laquelle je voulais m'inscrire. Il était un ami et même un confident. Nassar était très aimé, mais il était aussi admiré. Il faisait des choses fantastiques pour les gymnastes féminines. Thank you for visiting gymnasticsdoctor.com, where you can see over 400 educational videos on how to rehabilitate your gymnast. So the weak glute medius muscle, this drops down, the foot rolls, and she's got the weakness in the hip area here. Come off your toes and come back. All in one motion. Toes, arms, go. Il me touchait partout, à chaque rendez-vous. Il ajustait mes muscles et me massait le dos. Beaucoup de gens ne comprennent pas que c'est important en gymnastique, mais il en a profité. On a l'habitude que des adultes nous assurent ou nous aident pour les étirements. On a l'habitude d'être touché par les adultes. Mais Larry allait trop loin. Il a dit à ma mère qu'il allait mettre sa main près de mes parties intimes. Il n'a pas demandé la permission, il a seulement dit qu'il le ferait.
Larry Nassar avait une méthode établie. Les filles lui disaient qu'elles avaient mal au dos ou aux hanches, et il insérait sa main, sans gants et sans lubrifiant, dans leur cavité vaginale. Il faisait ce qu'il appelait un ajustement vaginal. C'était son traitement passe-partout. Même si le problème n'était aucunement en lien avec la région pelvienne, il disait que ça les soulagerait. Il m'a dit que ça me rendrait probablement mal à l'aise et il m'a expliqué qu'il y a un point myalgique ou un point de pression dans le vagin qui, touché d'une certaine façon, diminuerait ma douleur à la cheville. Pour ma part, je n'ai eu ni avertissement ni explication avant le traitement. Il m'a seulement demandé si ça faisait mal. Et c'était le cas. Mais tout ce qu'il faisait était douloureux. Il appuyait sur des points de pression et il poussait sur mes muscles avec ses coudes. J'avais l'habitude de serrer les dents et d'endurer la douleur. Les entraîneurs et les enseignants nous disaient toujours « il faut souffrir pour gagner ». Alors on croyait que ce qui était douloureux nous aidait à guérir. Je me souviens que j'essayais parfois de tenir bon pendant 2 minutes. Je regardais l'heure sur mon téléphone et 5, 10 ou même 45 minutes s'écoulaient, voire 1 heure. Nos rendez-vous duraient 2 heures. La première heure était médicale ou professionnelle et la deuxième était plus de nature sexuelle. J'essaie de me rappeler tous les traitements et je me demande comment il pouvait faire ça. Je ne me souviens pas de moments de silence. Il n'arrêtait jamais de parler. Il nous demandait des choses du genre « Quoi de neuf aujourd'hui? Comment va ta famille? Dawn, comment ça va avec les enfants ?» Je suis mère de 3 filles et mon objectif était de les protéger. Mais je suis devenue complice d'une pure folie. Il parlait aux parents pendant qu'il faisait tout ça. Ça portait à confusion. La première fois, mon père était dans la pièce. Au départ, je me suis dit, quoi? Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui se passe? Puis, j'ai commencé à analyser la situation. Comme mon père était à l'autre bout de la pièce, ça devait être normal. Mais est-ce qu'il savait vraiment ce qui se passait? Je ne savais pas. Comment lui en parler? Je ne pouvais pas lui demander ça. Puis je me suis dit que Larry était médecin. Je ne pensais pas que ça lui était arrivé. Je n'en avais aucune idée. Parce que j'étais là, je croyais avoir tout vu. Elle m'accompagnait à tous mes rendez-vous. Ta mère était toujours là? Oui, elle était toujours dans la pièce. Ma mère était là. Je ne sais pas trop comment il s'y prenait, mais il arrivait quand même à faire tout ça sans se faire prendre. C'est effrayant quand on y pense. C'est de la manipulation psychologique. Le parent est assis là, l'enfant regarde le parent, et il ne veut pas dire ce qui se passe à son parent. Mais il croit que le parent le sait, parce que ça se passe devant lui. Alors c'est normal. Devinez ce qui se passe ensuite. Un jour où le parent n'est pas présent, au lieu de faire un traitement de 2 minutes, le prédateur en fait un de 45 minutes. Et la jeune fille croit que c'est normal, parce que maman et papa étaient là la dernière fois. J'ai remarqué que plus je vieillissais et plus ce qu'il faisait était agressif. Quelques années plus tard, quand j'ai pu y aller seule sans mes parents, les choses ont empiré. Il nous emmenait chez lui dans le sous-sol. Quand j'ai appris, il y a 2 mois, qu'il avait traité Taylor dans son sous-sol, je suis presque tombée de ma chaise. Qui fait ça? Qui va dans le sous-sol de son médecin? Il offrait constamment des traitements gratuits aux femmes dans son sous-sol. J'en avais entendu parler, alors j'ai accepté d'y aller. J'ai minimisé la chose en me disant que toutes les autres y allaient. Il avait des érections. Il y avait quelque chose qui clochait. Il retirait sa ceinture et se mettait à grogner. En tant qu'adulte, on se demande pourquoi elle ne percevait pas la nature sexuelle de son comportement. Mais il faut se mettre à la place de ces jeunes filles qui n'avaient aucune expérience sexuelle. Elles n'avaient aucune méfiance et elles se faisaient constamment dire que c'était le médecin de l'équipe olympique et qu'il était là pour les aider. Les filles ne se doutaient de rien. Je me sentais mieux après mes rendez-vous parce qu'il me disait qu'il faisait des traitements médicaux et personne d'autre ne m'aidait.
Je devais y retourner pour me débarrasser de la douleur. J'y retournais même si je détestais les traitements. Ça explique en partie pourquoi tant de filles ont subi cette maltraitance pendant si longtemps. À quelle fréquence faisait-il le traitement vaginal? À chaque fois. Je ne me souviens pas ne pas l'avoir eu. J'imagine qu'il me l'a fait environ 846 fois. C'est beaucoup. La raison pour laquelle Larry était un si bon médecin est qu'on ne sentait plus rien après ses traitements. Pas juste physiquement, émotionnellement aussi. Il fallait bloquer ça mentalement pour ne pas craquer, pour se protéger. Ces jeunes femmes ne savaient pas. Leur corps ou leur subconscient le savait peut-être. Elles croyaient que c'était un vrai traitement médical. On leur répétait constamment qu'elles pouvaient faire confiance à Larry. Larry leur disait de lui faire confiance. Kathy et John Geddert leur disaient de lui faire confiance. Qui est John Geddert? Satan. C'est le diable. Il est l'entraîneur-chef et le propriétaire de Twistars. Open the hips. That's better, feet. Now up, 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 up. That's too much forward. Straight. Squeeze it. Shape. Hold the shape. Press the landing. Press the landing. Press. Come on, stay there. Stay. John Geddert est l'ancien entraîneur de l'équipe olympique de 2012. C'est lors de mon arrivée au Michigan que j'ai compris très rapidement qu'il était la figure de proue de la gymnastique dans la région 5. John Geddert a entraîné la championne olympique Jordan Weber et plusieurs autres membres de l'équipe nationale au fil des ans. Il a hébergé Nassar dans ses locaux de Twistars, au Michigan, et ça lui a donné un accès sans précédent à ses gymnastes. Comme au ranch des Carolee? C'était un environnement très semblable. En fait, il était plus en contact avec les gymnastes de Geddert. Au ranch, il ne les fréquentait que dans les moments où il pouvait se présenter au camp mensuel. Mais il pouvait aller chez Twistars tous les jours s'il le voulait. John et les employés de Twistars nous envoyaient voir Larry. Il venait tous les lundis et il ne partait qu'après avoir vu tout le monde. Il était très connu au gymnase. On y faisait la promotion de ses services. On le consultait pour tout. Larry savait comment leur faire reprendre l'exercice. Il savait comment les motiver psychologiquement. La dernière chose qu'un athlète veut, c'est d'être blessé, particulièrement dans le gymnase de John Geddert. John Geddert est un homme très intimidant, très intimidant. Il fait ce qu'il dit, il passe à l'action. How would I describe myself as a coach? Well, I know how others describe me, but I think they get the wrong impression. I'm pretty intense, very caring about my athletes. I'm not a warm and fuzzy, blow smoke when it's not needed. I'll give kids their due when they deserve it, but I'm not going to unnecessarily tell them how wonderful they are if they're not being wonderful. Sa technique consistait plutôt à nous diminuer. Il nous rabaissait toujours, nous insultait et nous traitait de tous les noms. On avait l'impression de ne pas être assez bonne et de tomber parce qu'on faisait tout de travers. Lors des rencontres, si une fille tombait, il lui tournait le dos et il ne la regardait plus performer. Ou alors, il lançait une bouteille d'eau sur une autre parce qu'elle avait commis une erreur au bar. On continuait de tout donner pour obtenir son approbation. On voulait toute l'approbation de John. Et quand on l'obtenait, c'était vraiment spécial. Ce n'était pas la bonne façon de faire. Mais comme il obtenait ce qu'il voulait, il continuait. Sa technique nous a toutes brisées. Il nous a dévalorisées. On se voyait comme des moins que rien. Après l'entraînement, on allait voir Larry. Il était toujours là pour nous. Il nous comprenait et je le voyais comme un ami à qui je pouvais me confier. J'avais pleine confiance en lui. Larry était gentil et John était méchant. On savait qu'ils étaient amis, mais c'est étrange parce qu'ils sont vraiment différents. Larry est très vieux jeu et John a un gros ego.
Étrangement, c'était le duo parfait. Si on se blessait, John nous envoyait voir Larry parce qu'il prescrivait toujours la pause la plus courte pour qu'on se rétablisse. De cette façon, on revenait plus vite à l'entraînement. Il n'y avait pas d'autres spécialistes pour dire qu'on avait peut-être besoin de quelques semaines de plus. Si Larry croyait que tout était réglé, on ne devait plus avoir mal et on s'y remettait. Ça semble dangereux. Ce l'était. J'ai commencé à avoir mal au tibia et ça a empiré quelques semaines plus tard. J'en ai parlé à John et il m'a dit d'aller voir Larry. Durant mon rendez-vous, Larry a touché mon tibia et il a dit qu'il ne croyait pas que le problème était sérieux. Il m'a fait un bandage, mais il m'a dit que je pouvais continuer les entraînements. J'ai continué, mais les choses ont empiré durant les semaines suivantes. Chaque chute était comme un coup de couteau. Je devais rencontrer Larry tous les jours pendant les entraînements. Après, je me rendais chez lui pour recevoir un traitement dans son sous-sol. À quelle fréquence faisait-il le traitement? À chaque fois. Je me sentais violée, mais il est médecin, je me disais que ça devait être normal. Je n'ai jamais rien dit. J'acceptais le traitement. Comme ma jambe n'allait pas mieux, je croyais que je devrais passer une radiographie, mais on ne l'a pas fait. J'ai continué à faire toutes sortes de mouvements, mais la douleur était atroce. Le médecin de l'équipe olympique me disait que tout était normal, alors je me disais que j'étais un peu folle. Je me suis même demandé si j'imaginais la douleur. À l'entraînement, avant les nationaux, tout était si difficile. J'ai dit à John que je faisais mon possible, mais que tout me faisait trop mal, je n'y arrivais plus. Il m'a répondu « Sors tes trucs du foutu vestiaire et sors du foutu gym ». Il sous-entendait pour toujours. Je suis allée à l'hôpital pour passer une radio et mon tibia était brisé en éclats. C'était comme si on me clouait un clou dans l'os et qu'il continuait de briser en morceaux parce que je continuais de m'entraîner. La douleur était insupportable. Est-ce que tu crois que Nassar a fait le mauvais traitement pour continuer à te voir? C'est possible. Pourquoi est-ce que j'aurais participé aux compétitions avec un os brisé pendant un mois? La douleur empirait, alors pourquoi il ne m'a pas demandé de passer des radiographies? Crois-tu que John Geddard connaissait le soi-disant traitement de Nassar et sa nature inappropriée? C'est dur à dire, mais je ne sais pas comment quiconque aurait pu l'ignorer. Tout ça se passait dans son gymnase. C'est impossible qu'il n'ait rien su de ce que Larry faisait. Même s'il croyait que c'était réellement un traitement, Larry était censé être son meilleur ami et il était médecin. La situation était tellement étrange. Il aurait dû poser des questions. Il le savait, c'est sûr, on en parlait tout ouvertement. Au fil des ans, tout un tas de personnes l'a su et aurait certainement pu y mettre fin. Comment aurait-on pu mettre fin aux agressions plus tôt? Tout aurait pu s'arrêter quand Kathy a été prévenue. Kathy Clegus est une amie de John Geddard et de Larry Nassar. Elle a été informée en 1997. Je m'entraînais au Spartan Youth Gymnastics Club. Kathy Clegus était l'une des entraîneuses principales. Elle était aussi l'entraîneuse principale de l'université. Je voulais parler des traitements à un adulte parce que ceci me mettait mal à l'aise. Puis, Kathy Clegus m'a convoquée dans son bureau. Je lui ai dit que Larry mettait ses doigts dans mon vagin. Elle a répondu que je ne comprenais pas son traitement et qu'il ne ferait jamais rien d'inapproprié. Elle a dit qu'elle le connaissait depuis des années et que je faisais sûrement erreur. Kathy ne l'a pas cru. Elle a même rencontré toutes les gymnastes pour essayer de les convaincre qu'il n'y avait rien d'anormal. Elle a rencontré les autres gymnastes par paire alors que j'étais toujours dans son bureau. Elle leur a demandé si Larry avait déjà fait quoi que ce soit pour les rendre mal à l'aise durant ses traitements. Elles ont toutes dit non, excepté une autre fille. Elle est donc restée dans la pièce
Mais Kathy n'acceptait toujours pas ce qu'on disait. Elle a convoqué des gymnastes de l'université pour qu'elles nous expliquent qu'ils devaient nous toucher près de certaines zones délicates, mais que ce n'était jamais inapproprié. J'ai répété que ce n'était pas ce que je vivais, qu'il insérait ses doigts dans mon vagin. Puis les deux universitaires et ma coéquipière ont quitté la pièce. Kathy Clegus a dit aux autres gymnastes qu'elle faisait erreur et qu'elle ne voulait rien entendre. Elle les a fait taire. Mais Larissa a insisté. J'ai redit ce qui se passait et elle a répondu qu'elle pourrait déposer une plainte, mais qu'il y aurait des conséquences graves pour moi et Larry Nassar. Elle m'a demandé d'y penser sérieusement. Je lui ai dit que je ne voulais pas causer d'ennui à personne, que ce n'était pas mon intention. Je suis sortie, j'ai couru jusqu'à la salle de bain et j'ai pleuré en cachette pendant le reste de l'entraînement. Elle l'a intimidée et l'a réduite au silence. Kathy Clegus n'a rien dit aux parents de Larissa, mais elle l'a dit à quelqu'un, à Larry Nassar. À mon rendez-vous suivant, il est entré, a fermé la porte, s'est assis sur son tabouret et il a dit « J'ai parlé à Kathy ». Mes forces m'ont abandonnée. J'avais honte et je me sentais humiliée. Il m'a dit « Kathy m'a parlé de tes inquiétudes. Tu sais que je fais ça pour t'aider. » J'ai répondu que j'étais désolée, que c'était ma faute et que ce n'était qu'un malentendu. Puis je me suis excusée. Je me suis fait croire que j'étais le problème et que je devais l'accepter. Je suis remontée sur sa table. Il a continué ses agressions pendant les 4 années suivantes. Les adultes se protègent entre eux. On dit qu'on protège les enfants, mais ils sont relayés au second plan. Ils ne votent pas, ils n'ont aucun pouvoir, et il est souvent plus facile d'ignorer leurs besoins. C'est du déni, et c'est aussi une façon de protéger le mode de vie d'un adulte. Personne ne veut gâcher la vie d'un adulte qui connaît du succès. On se dissuade et on remet ça à plus tard. Larissa Boyce a averti les employés de la MSU en 1997. J'avais 3 ans en 1997. C'est troublant. Il aurait pu être arrêté. Kathy Clegus savait qu'elle aurait dû suivre une procédure officielle parce qu'elle m'a dit qu'elle pouvait porter plainte. Mais elle a décidé de ne pas le faire. L'Université d'État du Michigan doit porter le blâme. Elle était une employée. Toutes les autres filles qui en ont parlé à leur entraîneur ou à leur psychologue étudiaient à la MSU. Les gens qui étaient au courant étaient des employés. Ils n'ont pas cru une seule fille de 1997 à 2015. Pas une. Pourtant, 17 incidents ont été rapportés à l'Université d'État du Michigan. En 2014, Amanda Tomashow, une ancienne étudiante de l'université, a porté plainte contre Larry Nassar sous la loi Title IX parce qu'il l'aurait agressée durant un traitement. Je leur ai dit ce qui s'était passé, que Nassar avait inséré ses doigts dans mon vagin. Je me suis levée et je l'ai repoussé. Il a couru dans le coin de la pièce pour cacher son érection. L'Université d'État du Michigan a enquêté par l'entremise de son bureau de l'équité institutionnelle. Cet organisme doit être impartial. Les enquêteurs ont permis à Nassar de choisir 4 experts indépendants pour confirmer la nature de son soi-disant traitement. Larry a dit que c'était médical et j'ai dit que c'était une agression sexuelle. Ils ont alors demandé l'opinion de certains de ses amis. 3 des 4 experts étaient ses étudiants ou ses collègues. L'un d'eux était entraîneur. Nassar les connaissait tous. Il les a choisis personnellement, sous la supervision du doyen Strample. Le rapport final a conclu que la jeune femme avait mal compris les nuances, et par le fait même qu'il n'y avait pas eu d'infraction. L'érection n'a pas été mentionnée dans le rapport.
tout comme le fait que j'ai dû le repousser. J'avais 24 ans. Je savais ce qui était approprié ou non. J'ai été humiliée. Voici le plus étonnant. Il y a eu 2 rapports. L'un d'eux a été remis à Amanda Tomashow. Il y était écrit qu'il n'y avait pas de violation de la politique de harcèlement sexuel et ce rapport ne contenait que 22 pages. Mais aux surprises, dans le rapport du contentieux des affaires civiles, il y avait une 23e page. La page 23 traitait de tous les problèmes potentiels et du fait que l'université pourrait être tenue responsable. On y recommandait la présence d'un chaperon lors des traitements, le port de gants et l'obtention claire du consentement. Mais ce rapport n'a jamais été remis à personne. Il a été gardé à l'interne pour Nassar, Strample et le Bureau de l'équité institutionnelle. Au cours des 3 années suivantes, aucune autre plainte en lien avec la loi Title IX n'a obtenu 2 conclusions différentes à la suite d'une enquête. Larry Nassar a été mis en congé pendant 90 jours. C'est le temps qu'a duré l'enquête. William Strample lui a écrit un courriel dans lequel il dit être heureux de son retour au travail et lui demande simplement de suivre quelques consignes. Il a donné des consignes à Larry Nassar. De simples règles, comme expliquer la procédure, porter des gants ou demander à une autre personne d'être présente dans la pièce. Mais le doyen Strample n'a jamais fait de suivi. On a parlé au personnel de soutien du centre médical qui y travaillait depuis 2014. Mais personne ne connaissait la nouvelle procédure que William Strample devait avoir implantée. Au même moment, une enquête criminelle était menée par le bureau du procureur du comté d'Ingham. The patient was concerned that I was inappropriately touching her and didn't understand why. You know, he was, touching me in my private areas, and she didn't understand why. And those are 2 things that confuse me because I do this on a regular basis. This is a treatment that I lecture on. I lecture on not only here at Michigan State to the fellows and residents and medical students, but to national organizations. Un procureur ne devrait-il pas faire appel à des experts indépendants? Savez-vous à qui ils ont fait appel? Aux experts de l'Université d'État du Michigan choisis par Larry Nassar. Tout le monde se fiait au statut de Nassar. La conclusion était aussi qu'il n'y avait pas eu d'agression. Et un enquêteur a même rencontré Larry pour lui dire de faire les traitements en présence d'une autre personne, de porter des gants et d'expliquer ses faits et gestes. En 2014, plusieurs consignes lui ont été données. Les agressions auraient dû cesser. Mais non. J'étais sa patiente avant, pendant et après l'enquête liée à la loi Title IX. Une procédure a été implantée, mais je n'étais pas au courant. Elle n'a pas été suivie. Rien n'a changé. Ce qu'il faisait durant le rendez-vous n'a pas changé, que ce soit en 2012, 2013, 2014 ou 2015. Quand se sont produits les incidents avec Larry Nassar? En 2014. Personne ne l'obligeait à suivre les règles. Et personne n'a mis un terme à ce qui se passait, avant que des dizaines de personnes le dénoncent. 28 des 90 survivantes que nous représentons ont été agressées en 2014 ou après. Donc, avant ou pendant l'enquête pour la plainte d'Amanda Tomashow. Mais il n'est pas seulement question de l'Université d'État du Michigan. Des organisations sont impliquées dans tous les États-Unis. Le Comité olympique, USA Gymnastics. Est-ce qu'on sait quand USA Gymnastics a été mis au courant des agissements de Larry Nassar? On sait avec certitude que c'était en 2015. Au printemps 2015, Maggie Nichols, une gymnaste de l'équipe nationale, était au ranch des Carolies pour un entraînement mensuel. Elle était en compagnie de Hailey Raisman. Maggie aurait dit « La technique de Larry n'est pas normale. Pourquoi il insère ses doigts dans mon vagin? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. » Son entraîneur l'a entendu et ça l'a vraiment inquiété. Un rapport a été rempli chez USA Gymnastics. Steve Penny a attendu quelques semaines. L'ancien président de USA Gymnastics, Steve Penny, a été mis au courant de l'agression d'une gymnaste au camp de l'équipe nationale. Pourquoi n'a-t-il rien fait à ce moment-là?
Steve Penny a dit à la mère de Maggie Nichols de ne rien faire et de ne pas porter plainte parce que ce serait géré à l'interne et qu'il ne savait pas encore comment procéder. Ils ont attendu 5 semaines avant de contacter le FBI. 5 semaines. Des gymnastes leur disaient que Larry les touchait ainsi tous les jours et parfois plusieurs fois par jour. Ils ont appris que Larry Nassar était un prédateur sexuel, mais ils n'ont rien fait pendant 5 semaines. C'est long. Ils ont attendu 5 semaines parce qu'ils ont fait leur propre enquête pour savoir si c'était vraiment des agressions sexuelles. Un enquêteur interne a dit à Steve Penny qu'il y avait bien un problème et qu'il devait contacter le FBI. Steve Penny a appelé Scott Blackmun, le directeur général du Comité olympique américain. Le Comité olympique est responsable de la sécurité des athlètes. Steve Penny aurait dit à Scott Blackmun qu'un membre du personnel médical avait été accusé de contact inapproprié et qu'il allait le dénoncer au FBI. Scott Blackmun nous a dit qu'il avait répondu à Steve Penny qu'il était tout à fait d'accord et qu'il fallait le dénoncer. C'était assez? Bonne question. J'ai envie de répondre non à cause de ce qui s'est passé l'année suivante. Rien n'a changé. Le comité olympique avait une grande responsabilité parce qu'il s'agit de la plus grande organisation liée au sport à l'échelle du pays. Les politiques de protection des enfants du comité étaient inadéquates depuis des années. Le problème d'agression sexuelle et physique dans le monde de la gymnastique durait depuis des décennies. En 1999, le président de USA Gymnastics de l'époque, Bob Colarossi, a écrit une lettre au comité olympique à propos de la manière inquiétante dont les entraîneurs traitaient les allégations d'agression. Il y mentionnait que le système allait causer des problèmes. Scott Blackmun a reçu cette lettre. Ils le savaient. Ils savaient qu'ils devaient améliorer le système, mais ils n'ont rien fait. Nassar a pu démissionner de USA Gymnastics. Il a remercié tout le monde, a dit qu'il prenait un congé et il est parti sans le moindre problème. Nassar traitait toujours des patientes au Michigan. Et il a continué à le faire pendant plus d'1 an. Qu'est-ce que USA Gymnastics a dit à l'Université d'État du Michigan à propos de l'enquête? Absolument rien. Plusieurs personnes auraient pu être informées, mais ça n'a pas été le cas. Chez USA Gymnastics, personne ne savait que le FBI n'avait même pas ouvert d'enquête. Le bureau d'Indianapolis a été averti, mais il a jeté le problème dans la cour du bureau de Détroit. Puis, plus de nouvelles. Le bureau d'Indianapolis ne semble pas avoir pris les allégations au sérieux. Et de plus, on ne sait pas ce que Steve Penny a dit aux agents. La MSU, USA Gymnastics, le Comité olympique, Twistars et le FBI, toutes ces organisations étaient au courant et auraient pu mettre fin aux agressions. Pendant cette période, Nassar travaillait toujours à la MSU et pour un district scolaire de la région. Il a continué de rencontrer des patientes jusqu'à ce que Rachel Denhollander porte plainte. I'm Andrea Munford. Hi, nice to meet you, Larry Nassar. Thanks for coming in so quick, too. Obviously, you're not under arrest, so you can leave whenever you want. I know you talked to Val O'Brien, one of my colleagues, Yeah, a couple oh, years man, ago. right, Yeah. right. I've been trying to adapt my techniques so we won't get into the same situation. Okay. What practices have you changed in response to I've been trying to have people in the room, Okay. you know, and trying obviously not to get into that same situation. You know what I mean? Like, has there been another complaint? I'm just like confused right now. How long have you been doing this technique? I have video from 30 pounds ago, from like the 1990s. I'm trying to remember. It would have been in the 1990s. You know what I mean? Like early 1990s. Right. Well, the reason I'm asking is that we did have another complaint. Really? Yeah. And it's a patient from a while ago. Okay. I was a patient of Dr. Nassar in 2000, and at age 15 was repeatedly sexually assaulted by him under the guise of medical treatment and medical examination. Rachel Denhollander n'a pas participé aux Olympiques, mais elle faisait de la gymnastique de haut niveau. Au cours de l'été 2016, elle est la première à avoir accusé ouvertement Larry Nassar d'agression. Elle a été inspirée par des articles publiés dans l'Indianapolis Star. Selon un rapport troublant du USA Today et du Indianapolis Star,
L'organe directeur de la gymnastique est suspecté de protéger les entraîneurs accusés d'avoir agressé sexuellement de jeunes athlètes. Rachel Denhollander a lu cet article. Au fil des ans, elle avait fini par accepter ce traitement qu'elle avait subi aux mains de Larry Nassar plus de 10 ans plus tôt. C'est à ce moment-là qu'elle est entrée en contact avec un journaliste. Rachel Denhollander a confié à l'Indianapolis Star que Nassar l'a agressée sexuellement alors qu'elle avait 15 ans et qu'elle faisait partie d'un club de gymnastique du Michigan. Une autre ancienne gymnaste ayant participé aux Jeux olympiques, qui s'était confiée sous le couvert de l'anonymat pour le premier article, a aussi identifié Larry Nassar. Quand une victime confie à un grand journal qu'un médecin employé par l'université l'a agressé sexuellement et qu'une deuxième victime affirme la même chose, les accusations ont un plus grand poids. 2 gymnastes ont accusé Larry Nassar d'agression sexuelle durant les traitements. Une des femmes a porté plainte contre Nassar auprès d'un service de police du Michigan. L'autre a intenté une poursuite en Californie. J'ai lu le titre et j'ai ri d'incrédulité. Je me disais qu'il ne se passerait rien parce qu'il était considéré comme un saint. Même si je n'aimais pas ses traitements, j'ai vraiment cru tout ce temps-là qu'il m'était bénéfique. Au départ, je l'ai défendu parce qu'on m'avait assuré que c'était un traitement médical valable, que c'était normal. Pendant 20 ans, on m'avait manipulé pour me faire croire que c'était le cas. Et pour passer à travers tout ça, moi, je l'ai défendu. Trinée est rentrée à la maison et elle n'arrivait pas à y croire. Elle m'a dit « C'est impossible, c'est Larry. Ceux qui le connaissent savent que Larry ne ferait jamais ça. » Ça m'a fâchée. Je ne comprenais pas comment on pouvait accuser une personne aussi gentille d'une chose aussi affreuse. Je n'ai pas lu l'article parce que j'avais une répétition de danse, mais une fois seule, je l'ai lu et j'ai remarqué que Rachel Denhollander décrivait tout à la perfection. Elle décrivait ma propre expérience, ses commentaires étranges, ses mains nues, ses techniques internes et ses réponses affirmant qu'il n'avait jamais fait de pénétration et qu'il ne le ferait jamais. J'ai bien vu que la version des faits de Larry était bien différente de mon expérience personnelle. J'étais tellement gênée. Quand l'histoire est sortie, je ne voulais rien dire. Pourquoi je l'avais laissé faire? Pourquoi j'avais fait comme si je ne le savais pas? Toute ma vie, je m'étais entraînée pour être aussi intelligente, aussi forte et aussi intrépide que possible. À ce moment-là, en comprenant ce qui s'est passé, je n'avais rien été de tout ça. Et ça m'a anéantie. Durant la nuit, tout s'est mis en place dans ma tête et j'ai compris que pendant 7 ans de ma vie, j'ai subi un traitement soi-disant médical censé m'aider à guérir. Je recommandais Larry à tout le monde et plus tard, j'ai compris que je recommandais un monstre. Je me sentais coupable parce que quand j'étais plus jeune, des filles étaient venues me voir pour me parler. Elles m'ont dit qu'elles étaient confuses à cause du traitement et m'ont demandé ce que j'en pensais. Je répondais « Ça va, je reçois toujours le même traitement. Pas besoin de t'inquiéter, ce n'est pas étrange. Tu n'es pas la seule. Il me fait la même chose, ça va. » Je me suis demandé si je les avais réduites au silence. Est-ce que je les ai empêchées de le dénoncer? Oui. Parce que vous ne saviez pas que c'était mal. Ça ne change rien. J'ai appelé l'Indianapolis Star pour raconter mon histoire. Les journalistes connaissaient bien Rachel, alors j'ai pu la rencontrer le jour même. C'est à ce moment-là qu'elle m'a incité à passer à la prochaine étape. Tout s'est enchaîné rapidement. Rachel Denhollander a déposé sa plainte à la fin août et à la fin septembre, Larry Nassar a été renvoyé de l'Université d'État. Le service de police de la MSU affirme que 50 femmes ont porté plainte et accusé l'ancien professeur agrégé d'inconduite sexuelle. Michigan State University Chief of Police Jim Dunlap and I are announcing today criminal charges. En novembre, il a été accusé d'agression sexuelle par le procureur général du Michigan. Les accusations étaient en lien avec une victime qui n'était pas une ancienne gymnaste.
Après sa première arrestation, il est sorti de prison en payant sa caution d'1 million de dollars. Il était un homme libre. Il se promenait en ville et tentait toujours de faire partie du conseil de l'école secondaire Holt. Ça a divisé les habitants de la ville. Malheureusement, beaucoup de gens ne pouvaient rien dire parce qu'ils étaient des amis de la femme de Nassar. The Twistars community is behind him 100%, and I have known him before he even went to medical school. And everything he's ever done for gymnastics and everything I've ever seen him do has been nothing but caring and sincere. There are hundreds of people that support him 100%. We have received countless emails and communications from other doctors, physicians, physical therapists, ex-patients, ex-coworkers supporting him. There's no doubt he has a ton of support. Durant cette période, je ne pouvais même pas aller sur Facebook parce que des amis d'enfance parlaient contre moi. Dans les commentaires, les gens disaient « Elles mentent, elles le font pour l'argent. Voyons, elles auraient dû le savoir. » J'ai vécu tout un tas d'émotions en septembre 2016 jusqu'à ce que le rapport soit publié. Après ça, les gens se sont tus. Un agent du FBI dit avoir trouvé au moins 37 000 images et vidéos de pornographie juvénile sur des disques durs appartenant à Larry Nassar et saisis durant la fouille de sa maison de Holt. J'ai représenté Dr Nassar durant son procès au Michigan et en cour fédérale. Je crois que les forces de l'ordre ont dit avoir trouvé plus de 37 000 images. Ça peut sembler beaucoup pour les gens qui ne sont pas familiers avec ce genre de cas, mais honnêtement, ce n'est pas beaucoup. Ça me donne envie de vomir. Est-ce qu'il y avait des images des gymnastes, de ses patientes et des personnes traitées chez lui? Fort probablement. Je me souciais que de telles images aient été trouvées, mais je voulais surtout qu'il ne puisse pas sortir de prison. La liberté sous caution a été révoquée et il a été enfermé. Le défendre a donc été plus difficile. Il n'y avait aucun moyen de présenter une défense avec la pornographie juvénile. Je ne peux pas répondre à ça. Il n'y avait plus aucun doute raisonnable possible. USA Gymnastics a compris que les choses ne s'amélioreraient pas rapidement. Le conseil d'administration du comité olympique américain recommande que le président de USA Gymnastics, Steve Penny, démissionne. Steve Penny a perdu son emploi, mais il a obtenu une indemnisation de près de 1 million de dollars. Puis à l'automne 2017, il y a eu plusieurs allégations contre Harvey Weinstein. Le mouvement #MeToo était à son apogée. Michaela Maroney, médaillée d'or en gymnastique aux Jeux olympiques, affirme avoir été agressée par l'ancien médecin de l'équipe nationale. Ali Raisman, une gymnaste de l'équipe olympique, affirme avoir été agressée par un ancien médecin de USA Gymnastics. Simone Biles, quadruple médaillée d'or olympique, affirme avoir été agressée sexuellement par un médecin de l'équipe nationale. Hier, sur Twitter, elle a écrit « Je n'ai plus peur de raconter mon histoire ». Ces jeunes femmes étaient des athlètes célèbres et adulées du peuple américain et même du monde entier. Elles affirmaient maintenant avoir vécu la même chose. Elles avaient aussi été agressées sous le nez du comité olympique, de USA Gymnastics et du public. En fait, elles se sont même fait agresser alors qu'elles concouraient pour nous à Londres. On ne pourra jamais trop insister sur l'importance de leurs déclarations. All right. Thank you. You may be seated. Les avocats m'ont demandé si j'accepterais une entente sur plaidoyer. J'ai accepté, mais j'ai demandé les déclarations des victimes, parce qu'il a fait du mal à beaucoup de gens, pas seulement aux filles, mais à tous ceux impliqués dans l'affaire. Victims will be allowed to speak and will continue until all victims have had an opportunity. Quand on a eu la chance de faire nos déclarations, j'avais enfin accepté l'idée que je n'avais pas à avoir honte de ce qui s'était passé, parce que ce n'était pas ma faute. Je n'avais plus besoin de vivre avec ce fardeau.
J'avais réglé mon alarme pour le matin de la sentence. Elle a sonné et je n'ai jamais ressenti une aussi grande panique. À mon réveil, j'avais l'impression de tomber en chute libre. Il y avait tellement de gens sur place. Ils étaient tous grandement touchés par ce qui s'était passé. Chaque fois qu'une porte s'ouvrait, on sursautait. La tension était palpable. Tous les regards se tournaient vers la porte. The first victim will be publicly identified, Ms. Kyle Stevens. Good morning. Up until this point, I've been known as Victim ZA, or family friend. I was the first to testify in this case, and wary of the attention that could come with that, I asked for complete anonymity. I'm addressing you publicly today as a final step and statement to myself that I have nothing to be ashamed of. My parents had become close friends with Larry and his wife, Stephanie. It was during this time, I estimate I was approximately 6 years old, that Larry Nassar began to sexually abuse me. He first exposed his penis to me in a dark boiler room in the basement of his home. He told me, if you ever want to see it, all you have to do is ask. Let me remind you of the interests of a 6-year-old girl. My favorite TV show was Clifford the Big Red Dog, and my favorite book was Junie B. Jones. I could not do a multiplication problem and still had not lost all my baby teeth. Someone of this maturity level should not be sexually active. But I was. Without my knowledge or consent, I had engaged in my first sexual experience by kindergarten and had progressed from exposure to masturbating in front of me while playing hide-and-go-seek, rubbing his bare penis on my bare feet, and penetrating my vagina with his fingers. It took a friend confining the details of her sexual abuse for me to realize that something was wrong. I was 12 years old when I told my parents, when Larry rubs my feet, he uses his penis. My parents confronted him and he denied any such action. Due to complex details that I won't get into here, my parents chose to believe Larry Nassar over me. I spent the years between 12 and 18 avoiding and detaching from my family. To my father, someone who makes such heinous, false accusations is the worst type of person. His belief that I had lied seeped into the foundation of our relationship. Every time we got into a fight, he would tell me, "You need to apologize to Larry." It wasn't until I was about to leave for college that I took another chance at clearing my name. Larry Nassar's actions had already caused me significant anguish, but I hurt worse as I watched my father realize what he had put me through. My father and I did our best to patch up our tattered relationship before he committed suicide in 2016. Le processus était très douloureux. Ça se voyait sur leur visage. Les gens tremblaient et pleuraient à la simple vue de Nassar. I thought that training for the Olympics would be the hardest thing that I would ever have to do. But in fact, the hardest thing I've ever had to do is process that I'm a victim of Larry Nassar. Écouter les déclarations m'a mise en colère, même si je ne voulais pas me fâcher. Au départ, ce n'était qu'une audience normale. Mais chaque jour, de plus en plus de filles racontaient leur histoire. The next survivor you will hear from is Amanda Thomashow, Lindsay Lemke, Jessica Smith, and she has agreed to be publicly identified. Habituellement, il n'y a pas d'applaudissements. Et les gens n'ont eu pas les avocats de la défense. Ma famille et mes collègues ont reçu des menaces de mort. Mon avocat adjoint a reçu des menaces de mort visant ses enfants. J'ai eu peur que toute cette vulnérabilité mène à des affrontements. J'avais l'impression de faire partie de la pègre. Tout ça ajoutait constamment de l'huile sur le feu. Ce type d'explosion était inévitable.
Le médecin de l'équipe de gymnastique qui a admis avoir agressé sexuellement des jeunes filles en prétendant qu'il faisait un traitement médical est de retour en cours. Judge, I would ask you to, as part of this sentencing, to grant me 5 minutes in a locked room with this demon. Would you do that? Yes or no? No, sir. Would you give me 1 minute? You know that I can't do that. That's not how I do this. Well, I'm gonna have to just talk about Let me get that son of a bitch. Give me 1 minute with that bastard. 1 minute. Relax, sir. Relax. Take it easy, buddy. Just relax. 1, 2, 3, go. What if this happened to you guys? Take it easy. This morning, we had a delay because of a letter that was sent by defendant, and he states, I'm very concerned about my ability to be able to face witnesses this next 4 days mentally. La lettre qu'il m'a écrite était seulement à propos de lui. Il voulait avoir le contrôle. Sir, there's a few sentences in here that concern me. Your letter states, now Aquilina is having a 4-day sentencing media circus. She wants me to sit in the witness box next to her for all 4 days, so the media cameras will be directed toward her. Je n'ai pas lu certaines sections parce qu'il y mentionnait quelques noms. Il blâmait les victimes. Je ne voulais pas lire ses propos en évitant simplement de dire les noms, parce que toutes les victimes auraient imaginé leurs noms. Lire la lettre en entier n'aurait rien apporté de bon, et c'est pour ça que je l'ai scellée. Dis-moi, comment as-tu décidé de lire ou non une déclaration en cours? Au départ, je n'étais pas certaine parce que je n'avais pas envie de faire face à la personne qui m'avait fait tout ça. Mais en même temps, je voulais aussi être entendue. He manipulated me so much that I didn't know what was going on. Larry acted as if he was a friend. He would greet me with a sickening smile every time I saw him. I remember him liking my posts on Instagram. It's weird to think that an older male doctor was liking a little girl's post and commenting Merry Christmas on Christmas morning. I started to get anxiety after seeing all the news reports about him. I felt like I couldn't breathe and I would tremble in fear. I have nightmares about what happened and have troubles with sleeping. I've been put on anxiety pills just so I can function throughout the day. It's hard for me to trust people because of you. I get scared and uncomfortable when I have to go to the doctors. I get scared that I'll be taken advantage of once again by another doctor, just like you did. I've tried my best to gain back the strength I once had. I am a survivor. Here I am today facing my abuser. I'm finally being heard. I'm no longer hiding my story. Au départ, 6 victimes seulement avaient accepté d'être identifiées publiquement. Mais une fille en motive une autre et ainsi de suite. Your Honor, I didn't think I would be here today. I was scared and nervous. It wasn't until I started watching the impact statements from the other brave survivors that I realized I too needed to be here. I am also here to tell you to your face, Larry, that you have not taken gymnastics away from me. I love this sport, and that love is stronger than the evil that resides in you and those who enabled you to hurt many people. Larry, you do realize now that we, this group of women you so heartlessly abused over such a long period of time, are now a force, and you are nothing. Les victimes qui ont fait ces déclarations étaient tellement braves. Je voulais que les plus jeunes sachent que je suis là pour elles parce que je suis plus vieille et je le connais bien. Je voulais qu'elles sachent que je serai toujours là, que je les soutiendrai toujours.
If you will allow it, I would like to address him directly. You may. Take your time. Sorry. Wow. You're strong. What have you done? I look at these young girls here, and I told my mom the hardest part for me was to see how little they were. She said to me, you were that little too, if not younger. I had to make an extremely hard choice this week, Larry. I had to choose whether to continue supporting you through this or to support them, the girls. I choose them, Larry. I've known you basically all of my life. In fact, I've known you 31 of 37 years. I remember your wedding, thinking Stephanie was the luckiest woman in the world. My heart hurts for her and the kids every single day. Why lose everything and everything that was good? For what? We literally loved you like family. Because we thought you loved us back. I choose to look you in the face and tell you that you hurt us. You hurt me. As I've had to realize I was abused for many years of my life. And this, my old friend, is because of you. I don't know who you are now. Larry, I think you will be happy to know that I am 12 weeks pregnant today. It's a little boy. And I will do everything for the rest of my life to make sure that the youths of this world don't get to hurt another one of us. Goodbye, Larry. It's time for me to close the door. May God bless your dark, broken soul. Thank you. Here we are on our final victim impact statement. I am so honored to let you know that the next person you will hear from is Rachel Denhollander. How much is a little girl worth? At 15, I believed that the adults at MSU surrounding Larry would do the right thing, and I was terribly wrong. You play word games, saying you didn't know because no one believed, because these teenagers didn't report it to the right official. And so I am asking point blank, when Kathy Kalages humiliated Larissa Boyce and waved the report form in front of her, telling her there would be consequences if she reported, is this the right way or the wrong way? When Amanda Thomashaw reported to the Title IX office and Larry was allowed to hand-pick the 4 colleagues to determine whether his treatment was legitimate, was it the right way or the wrong way to handle a report of sexual assault on MSU's campus? No one wanted to listen. I ask that you hand down a sentence that tells us that what was done to us matters. Larry said in court that he hoped education and learning would happen. This is what we need to learn. Look around the courtroom. Remember what you have witnessed these past 7 days. And let it be a warning to us all. When the adults in authority do not respond properly to disclosures of sexual assault, when institutions create a culture where a predator can flourish unafraid, this is what it looks like. It looks like a courtroom full of survivors who carry deep wounds. Women and girls who carry scars that will never fully heal, but who have banded together to fight for themselves because no one else would do it. Women and girls who have made the choice to place the guilt and shame on the only person to whom it belongs, the abuser. But may the horror expressed in this courtroom over the last 7 days be motivation for anyone and everyone, no matter the context,
to take responsibility if they have erred in protecting a child, to understand the incredible failures that led to this week, and to do it better the next time. Because everything is what these survivors are worth. Thank you. Thank you. You built an army of survivors, and you are a 5-star general. You made all of this happen. You made all of these voices matter. Thank you. Thank you. Larry wants to address the Corps as well. What would you like me to know? It's just a short statement. Your words these past several days, your words, have had a significant emotional effect on myself and has shaken me to my core. I also recognize that what I am feeling pales in comparison to the pain, trauma, and emotional destruction that all of you are feeling. There are no words that can describe the depth and breadth of how sorry I am for what has occurred. Il a entendu tous les pleurs. Il s'est retourné et de plus en plus de filles se sont mises à pleurer. La juge a compris ce qu'il faisait. An acceptable apology. Sir, you need to stay at the microphone or they can't hear you. An acceptable apology to all of you is impossible to write and convey. I will carry your words with me for the rest of my days. But I do want to read some more of your letter. And the reason I want to do that is because I've considered it in sentencing as an extension of your apology and whether I believe it or not. So I want you to hear your words. The media convinced them that everything I did was wrong and bad. They feel I broke their trust. Hell hath no fury like a woman scorned. Sa lettre m'a mise hors de moi. L'enfer n'a de fureur égale à celle d'une femme bafouée. Il ne comprenait pas tous les dégâts qu'il avait faits. Pour moi, cette phrase dit tout. Il ne respecte pas les femmes. Ça m'a vraiment aidé d'entendre ça. Parce que je me suis sentie mal pour lui à plus d'une reprise. On avait une relation avec lui. On l'aimait vraiment. Et on se souciait de lui. C'était une bonne chose d'entendre les mots qu'il avait écrits. Parce que soudainement, je ne me sentais plus mal pour lui. Would you like to withdraw your plea? No, Your Honor. Because you are guilty, aren't you? Are you guilty, sir? I said my plea, exactly. It is my privilege to sentence you to 40 years, the tail end, because I need to send a message to the parole board. Sir, I'm giving you 175 years. I've just signed your death warrant. Si j'avais cru qu'il méritait d'être réhabilité, je lui aurais donné une sentence de 25 ans. Ses commentaires à propos des filles indiquent qu'il n'avait pas de remords. C'est un véritable prédateur. That's all for the record. All right. Honnêtement, je croyais que je me sentirais mieux. Je pensais que je sortirais de la salle d'audience et que tout irait mieux.
Tout le monde disait que c'était terminé, mais ce n'est pas fini. C'était inspirant de voir ces femmes se faire entendre, mais on n'aurait jamais dû en arriver là. En arriver à dire moi aussi. Devoir révéler son nom et son visage en même temps que son histoire, et faire tout ça en si grand nombre simplement pour être cru, c'est scandaleux. On doit respecter la promesse faite à ces victimes. Le monde doit être meilleur parce qu'elles ont tout dévoilé. Le mouvement #MeToo sera une réussite s'il mène à des changements sociaux et juridiques. Is there any truth that there's money been put aside for counseling for these girls? Yes. Have any of the girls been contacted yet? They were supposed to be. What about for those of us who have already had counseling, but this is now a year and a half later that you're doing this? The counseling fund, if you read the material that was released publicly. I would like to hear from you. Okay, includes past expenses. Une autre employée de l'Université d'État fait face à des accusations criminelles. Le bureau du procureur général de l'État a inculpé l'ancienne entraîneuse de la MSU, Kathy Klages, sous 2 chefs d'accusation pour avoir menti aux enquêteurs. Jusqu'à maintenant, 3 anciens employés de la MSU ont été accusés. De jeunes gymnastes victimes de Larry Nassar demandent des changements aux lois du Michigan afin de faciliter la condamnation des complices d'agressions sexuelles. Qu'est-ce qui peut être fait pour éviter que ça se reproduise? Il faut recommencer à zéro. Il faut un nouvel organe directeur, un nouveau USA Gymnastics. Il faut déménager les bureaux et trouver des employés qui comprennent l'univers du sport, incluant le bon traitement des athlètes. Lentement, mais sûrement, on fait des progrès. Les gens en position d'autorité doivent maintenant répondre de leurs actes. D'autres répercussions du scandale Larry Nassar. USA Gymnastics a suspendu le propriétaire de Twistars, John Gedert. On démonise les Nassar et les scènes de ski de ce monde parce qu'ils ont fait des choses horribles. Mais ceux qui les ont protégés ont empiré les choses et créé plus de victimes. Mr. Penny, let me ask you this. After being informed about the abuse, my understanding is that you waited 41 days to contact law enforcement. Is that correct? I would like to answer your question. However, I've been instructed by my attorney to assert my rights under the Fifth Amendment. You were part of an organization, the United States Gymnastics. Don't you feel you have a responsibility to the athletes who are here today and to others around the country? Respectfully, Senator, I've been instructed by my attorney to assert my rights under the Fifth Amendment and decline to answer your question. La solution est simple. Il faut écouter nos enfants. Si un enfant vous dit qu'il n'aime pas comment une personne le touche, ne répondez pas que c'est l'une des personnes les plus gentilles que vous ayez rencontrées. Asseyez-vous et dites « Pourquoi ?» Qu'est-ce qui n'allait pas? Accepteriez-vous que votre fille fasse de la gymnastique? Je suis partagée. J'espère qu'un jour, des changements positifs seront faits afin d'améliorer l'expérience des jeunes filles. Je l'espère. C'est un sport magnifique, vraiment merveilleux. Mon enfant en fait, et je n'ai pas tout arrêté à cause de ça. Je sais maintenant que tout ira mieux pour les générations futures, parce qu'on s'est affirmé et qu'on a pris les choses en main. On nous écoute enfin.
J'ai vu les publications de mes anciennes coéquipières et des publications à propos de la gymnastique. Ça m'a fait comprendre que le sport me manquait. J'ai dit à ma mère que j'avais envie de recommencer un jour. Voilà, c'est ce que je ressens. How's that? That looks good. Okay, I mean, why don't you try it? You try a couple, and then if it needs to be moved, I'll happy to move it. Okay. Does that work? Yeah. J'ai enfin l'impression de pouvoir continuer ma vie. Je n'ai plus peur qu'il commette d'autres agressions. Je peux mettre tout ça derrière moi. Depuis mon retour, j'ai pu rebâtir la confiance que j'avais perdue. Et je peux maintenant faire ce que j'aime. Watch tears while they fall down. I'm winning the war now. I win against ego. Cast light on the shadows long. I'm winning from either. Lost youth, where did we go wrong? I'm winning from either. I'm riding a long way home. Well, the best has hunted me.